rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Les médecins refusent de stopper tout traitement comme le recommandait la justice et s'en remettent à leur autorité de tutelle pour trancher le désaccord familial. De violents affrontements près de Hebron aujourd'hui entre Palestiniens et l'armée israélienne après la mort d'un deuxième Palestinien en l'espace de 24 heures. Les manifestants ont notamment tiré à l'arme automatique, vous le voyez sur cette image. La contestation de l'accord sur le nucléaire iranien grandit aux États-Unis. Plusieurs milliers de personnes dans les rues de Times Square à New York la nuit dernière. Et ce soir, John Kerry auditionné devant le Congrès. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Dans l'affaire Vincent Lambert, les médecins de l'hôpital de Reims ont donc refusé aujourd'hui de cesser le traitement de ce patient en état végétatif. Sa famille se déchire depuis des mois sur la décision de stopper ou pas son traitement, ce qui aura évidemment des conséquences immédiates sur sa fin de vie. Un conflit que personne ne semble donc vouloir trancher ce soir. Léa Berdugo. C'est un coup de théâtre. Contre toute attente, Vincent Lambert est pour l'instant maintenu en vie. En réalité, les médecins du CHU de Reims n'ont pris aucune décision quant à l'arrêt des soins du patient tétraplégique. Le docteur Simon, en charge de Vincent Lambert, a décidé de se référer au ministère de la Santé quant aux suites à donner à ce dossier. La ministre Marisol Touraine a d'ailleurs apporté son soutien à toute l'équipe médicale. Les médecins ont également annoncé vouloir saisir le procureur. Objectif, la désignation d'un représentant légal du patient après avoir eu vent de projets d'enlèvement. La sécurité du service qui abrite Vincent Lambert a également été renforcée. Selon le CHU de Reims, les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure ne sont pas réunies. Les membres de la famille de Vincent Lambert se déchirent sur son sort depuis de nombreuses années. Les parents souhaitent son maintien en vie, tandis que son épouse et une grande partie de ses frères et sœurs sont en faveur d'un arrêt des soins. Le 5 juin dernier, la Cour européenne des droits de l'homme avait confirmé l'avis du Conseil d'État. Ce dernier estimait que la continuation des soins du patient constituait une obstination déraisonnable. L'institution a également validé la décision médicale de suspendre son alimentation et son hydratation artificielle en l'accompagnant jusqu'à sa mort par des soins palliatifs. Vincent Lambert souffre depuis 2008 de lésions cérébrales irréversibles après un accident de la route. Alors Léa Berdugo, bonsoir. Les médecins, on l'a entendu, invoquent notamment, et ça c'est intéressant, des questions relatives à la sécurité du patient. Exactement. Le docteur Simon, qui est en charge du cas de Vincent Lambert, a demandé au procureur de la République de Reims le placement sous protection judiciaire de Vincent Lambert, car il aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Elle aurait également demandé une protection pour son équipe, qui aurait fait l'objet, elle, de menaces. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe médicale n'a pas souhaité donner de réponse concernant le cas du patient tétraplégique, le manque de sérénité et de sécurité autour du patient, la famille se déchirant sur son cas depuis de nombreuses années. Alors une mise sous tutelle a également été demandée. Une personne en particulier sera désormais chargée de représenter les droits et les intérêts du patient, car Vincent Lambert n'avait désigné aucun tiers pour cela. Il n'avait également pas rédigé de directive anticipée pour faire connaître ses volontés. Néanmoins, la parole de son épouse Rachel avait été le plus entendue dans toutes les procédures médicales et judiciaires par le passé. Alors parlons maintenant des réactions, Léa, réactions des proches plutôt mitigées. Exactement, alors sa mère est sortie tout sourire de cette confrontation, elle qui s'oppose fondamentalement à l'arrêt des traitements. Je vous propose de l'écouter. On attend maintenant la décision du procureur, mais le souhait le meilleur serait que Vincent soit transféré. Tout le monde serait apaisé, et voilà. Et moi, je m'occuperai de mon fils. Il y a des établissements qui l'attendent, et voilà, c'est tout ce que nous espérons. Alors la réaction de sa femme Rachel est tout autre. Elle s'est dite être dans une totale incompréhension et également profondément choquée et triste que des personnes extérieures soient venues imposer leur vue. Elle faisait référence à tous ceux qui étaient opposés à l'arrêt des traitements de son mari. On l'écoute. C'était difficile de subir ce parcours judiciaire et je pensais qu'avec la Cour européenne qui entérinait une telle décision,
Vincent pouvait être enfin respecté. Je ne sais même pas si on peut avoir l'espoir que Vincent soit entendu. Merci Léa Berdugo. Le dossier redevient donc, on l'a compris, judiciaire, du coup, puisque c'est le ministère de la Justice qui va s'en emparer. On est en ligne justement avec l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert que vous venez de voir éplorer donc à l'image, maître Laurent Petiti. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Alors, qu'allez-vous faire maintenant ? Quelle est la suite à donner à ce coup de théâtre qui vient de se produire ? Eh bien, si vous voulez, la situation est un petit peu... comment dirais-je, difficile à appréhender, puisque d'un côté nous avons un communiqué de presse du centre hospitalier qui considère effectivement que la situation clinique de Vincent Lambert était comparable à celle qui avait été rapportée par les experts qui avaient été missionnés par le Conseil d'État. Donc à savoir que la situation clinique n'a pas évolué depuis et que donc la suite logique était l'arrêt des traitements. Et de l'autre, nous avons dans ce même communiqué une phrase selon laquelle les conditions de sérénité et de sécurité ne sont pas réunies. Et donc, ce qui conduit le médecin qui a pris cette décision à finalement ne prendre aucune décision. Mmh. Mais alors le fait justement que ces questions de sécurité soient invoquées aujourd'hui, c'est un problème pour vous d'ordre public finalement qui interfère dans le choix des décisions qu'avaient effectuées les juges jusqu'à présent ? Bien, si vous voulez, les conditions de sécurité, je pense qu'elles existaient avant aujourd'hui, puisque depuis longtemps on parlait de pression dont auraient été victimes les médecins. Donc je ne pense pas que ces conditions qui sont avancées au jour d'aujourd'hui aient été inconnues avant que le médecin annonce aujourd'hui cette décision. Donc j'imagine qu'il y a d'autres éléments qui sont venus pour que le médecin prenne une telle décision. Mais est-ce que ce n'est pas le problème finalement de la fin de vie, la question morale finalement qui n'est pas tranchée aujourd'hui? On le voit bien puisque ces médecins s'abritent peut-être derrière cet argument et on voit bien que le débat sur l'euthanasie a du mal à être tranché en France. Oui, mais d'un autre côté, vous aviez quand même le processus de la loi Leonetti qui a été validé par le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Et que jusqu'à aujourd'hui, il semblait effectivement que rien ne s'opposait, que ce soit juridiquement ou médicalement parlant, à l'arrêt des traitements. Puisque toutes les conditions étaient réunies, qu'elles soient juridiques ou médicales, pour que cet arrêt des traitements soit annoncé par le médecin. Merci. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne comprend plus tellement. Merci beaucoup, maître Laurent Petiti, pour cette réaction. Je rappelle que vous êtes l'avocat donc de l'épouse de Vincent Lambert qui réclamait donc elle l'arrêt des traitements. On y reviendra dans une heure avec justement des témoignages et une réflexion sur la question morale que continue de poser l'euthanasie en France. 2 Palestiniens tués au cours des 2 dernières nuits en Cisjordanie lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Les obsèques du 2e Palestinien tué la nuit dernière ont dégénéré aujourd'hui près de Hebron en affrontements assez violents. Maxime Pérez. Enterrement sous tension à Beth Oumar. C'est dans ce village situé près de la ville de Hébron en Cisjordanie qu'un Palestinien de 53 ans a été tué jeudi matin, en marge de l'arrestation d'un suspect recherché par l'armée israélienne. Selon le Croissant Rouge, l'homme aurait été atteint de 2 balles dans le bassin alors qu'il tentait d'extraire son fils d'affrontement entre soldats et jeunes lanceurs de pierres. Le drapeau jaune du Fatah était présent dans le cortège funéraire, une façon pour l'autorité palestinienne de s'associer à la colère de la rue. Le gouvernement israélien cherche à déstabiliser les Palestiniens. Nous rejetons et condamnons ces pratiques. La poursuite des tueries dans les territoires palestiniens ne sera pas ignorée. À Beth Oumar, les heurts se sont poursuivis une bonne partie de l'après-midi. Cette fois, les forces de sécurité israéliennes ont uniquement riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Bilan 8 blessés, dont un garde-frontière israélien. Et puis parmi les jeunes émeutiers, cet homme cagoulé derrière un bloc de béton. Il est armé d'un fusil Kalachnikov qu'il utilise à une reprise avant de se replier. L'arme semble artisanale, mais la scène n'est pas sans rappeler celle de la seconde intifada. Tzahal s'est refusé à tout commentaire. Toujours est-il qu'il s'agit du second accrochage sérieux en moins de 48 heures. Mercredi,
Un autre Palestinien avait été tué au cours d'une opération de l'armée israélienne qui, elle aussi, avait dégénéré en affrontement dans le village de Brooklyn. Série d'arrestations à travers l'Europe de membres de l'État islamique et parfois même qui étaient revenus de Syrie. Des attentats auraient ainsi été déjoués à Milan, en Italie, alors que dans une nouvelle vidéo, l'EI profère de nouvelles menaces de mort contre les Français. Cyril Amar. L'Europe dans le collimateur des djihadistes de Daesh. Dans cette vidéo de l'organisation postée mercredi, c'est en français que cet homme cagoulé s'exprime pour menacer l'Hexagone, avant d'abattre un soldat de l'armée syrienne. Ce message est adressé à tous les Français qui font la guerre, à Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wa salam. Ce message est adressé à la coalition internationale. Ce message est adressé à tous ceux qui font la guerre, à Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wa salam. Wallahi, bi'iznillahi ta'ala, on vient à vous avec des hommes qui aiment la mort comme vous aimez la vie, ya Adi Allah. Wallahi, on vient vous égorger dans les rues de Paris. Oh, vous les ennemis d'Allah Azza wa Jal, repentez-vous Allah Azza wa Jal, ou sinon, les rues de Paris seront remplies de cadavres. La France n'est pas le seul pays du vieux continent à être visé. Chez le voisin transalpin, à Brescia, près de Milan, 2 ressortissants de nationalité tunisienne et pakistanaise ont été arrêtés mercredi. Ils sont accusés d'avoir posté sur Twitter des messages de menaces signés de l'État islamique sur fond d'images de sites célèbres, comme le Colisée de Rome ou le Dôme de Milan. La péninsule, particulièrement visée par le terrorisme ces dernières semaines. 4 de ces ressortissants ont été enlevés en Libye, alors que le consulat italien du Caire a été la cible d'un attentat à la voiture piégée. En Espagne, un homme de 29 ans a été appréhendé par la police dans l'enclave de Melilla. Transféré à Madrid, il est accusé de propagande et de recrutement en faveur de l'État islamique. La veille, les services de contre-espionnage marocains ont démantelé une cellule de l'État islamique qui planifiait des attentats dans plusieurs villes du royaume. En Suède, enfin, la justice a annoncé ce jeudi l'arrestation de 2 Suédois soupçonnés de crimes terroristes en Syrie en 2013. Une première dans le pays nordique depuis le début du conflit. Paris, Rome, Madrid, Rabat ou Stockholm, autant de capitales unies pour combattre Daesh, en Syrie et en Irak, mais également sur leur propre territoire. Alors sur ces nouvelles menaces de l'État islamique contre la France et puis ces réseaux démantelés, on est en ligne avec Alexandre Delval qui est géopolitologue, auteur du livre Le chaos syrien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que pour vous, il ne fait aucun doute aujourd'hui que le champ de bataille de l'Europe fait partie, on va dire, de ce qui se passe en Syrie et en Irak ? Ah oui, bien sûr, oui, il n'y a aucun doute, puisque le combat est international, universel, à l'image de l'idéologie totalitaire universelle qui anime ces gens. Donc il n'y a absolument aucun doute à affirmer que le combat n'est pas localisé à une zone du Proche ou du Moyen-Orient, même si c'est là que certains veulent établir un État totalitaire. Le but ultime ne s'arrêtera absolument pas à ces territoires-là. Les réseaux qui sont démantelés aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous pilotés ? Est-ce qu'on peut affirmer qu'ils sont tous pilotés par l'État islamique depuis la Syrie, comme le laisse à penser évidemment par exemple les attentats qui ont été commis en France ces derniers temps ? Oui. Alors non, c'est jamais vraiment piloté. En fait, c'est plutôt un phénomène de mimétisme, de parrainage. Il y a des instigateurs, parfois des commanditaires, mais il y a aussi des gens qui ont une vocation, ce qui va satisfaire d'ailleurs leur narcissisme. C'est très narcissique le phénomène de se mettre en scène dans l'horreur. Et en fait, on a des mentors plus que véritablement des supérieurs. Mentors qui ont fanatisé. Et qui ont suscité des vocations, qui donnent des consignes plus que véritablement des ordres organisationnels. Il y a effectivement des gens qui ont été entraînés et qui ensuite sont passés à l'acte. Mais je le répète, c'est plutôt des menteurs, des exemples, des propagandistes que véritablement des supérieurs hiérarchiques. Et c'est pour ça que c'est difficile à combattre. Et à votre avis ? C'est pour ça que c'est extrêmement difficile à combattre, parce qu'on n'a pas affaire justement à quelque chose de pyramidal qui pourrait être combattu comme une organisation ou une armée identifiable. Merci Alexandre Delval pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Le chaos syrien.
On évoque à présent, justement à propos de ce chaos syrien, le geste très inhabituel d'Israël qui a décidé de fournir à la Jordanie, son voisin, 16 hélicoptères d'attaque Cobra, et ce afin de sécuriser les frontières de la Jordanie avec la Syrie. Ces hélicoptères n'étaient plus utilisés par l'armée israélienne, mais c'est un geste donc tout à fait exceptionnel dans le contexte. Et le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter, a lui poursuivi sa tournée au Moyen-Orient aujourd'hui. Visite surprise en Irak pour évoquer avec le gouvernement irakien le moyen de renforcer la lutte contre l'État islamique, comme l'a déclaré il y a quelques jours le président Barack Obama. L'objectif restant évidemment toujours d'annihiler cette organisation. L'action du géant américain Apple vient de connaître plusieurs déconvenues sur le marché boursier à Wall Street. Et évidemment, compte tenu de la valeur boursière d'Apple, cela ne passe pas inaperçu. Pourtant, la bonne santé de l'entreprise n'est pas en cause, mais la moindre déception enregistrée dans les ventes d'Apple peut prendre d'immenses proportions. Ariane Ménage. Un chiffre d'affaires de 49,6 milliards de dollars et 10 milliards de bénéfices nets. Les résultats trimestriels d'Apple alignent les zéros. Pourtant, immédiatement après leur annonce en début de semaine, l'action en bourse chute. Les résultats déçoivent, moins bons qu'au trimestre dernier. Les annonces sont généralement bonnes. Presque 40% de marge, c'est tout de même phénoménal. Ils n'ont pas seulement tenu, ils ont dépassé leurs derniers chiffres. Mais ils ont expédié un peu moins de téléphones que tout le monde pensait, 48 millions, alors que les gens pensaient qu'Apple en expédierait dans les 50 millions. Et l'iPhone reste le produit phare de la compagnie. Ses recettes dépendent à 65% des ventes du smartphone. Les inquiétudes sur l'avenir du produit grandissent. Apple a aussi gardé le silence sur le compte-rendu des ventes de l'Apple Watch. Commercialisé par la marque fin avril, l'accueil de la montre connectée a été relativement décevant. Je pense qu'ils auront beaucoup de mal à expédier plus de 10 ou 12 millions de montres cette année. Je ne pense pas que la montre soit importante au point de vue du profit, je pense qu'elle est importante du point de vue de l'innovation. Les résultats des ventes de l'Apple Watch ont en effet été camouflés dans la catégorie autres produits, mélangés avec les chiffres des abonnements du service en streaming. Tim Cook se justifie, disant ne pas vouloir donner d'informations précieuses aux concurrents. Il faudra sans doute attendre les prochains résultats mi-octobre pour dissiper les craintes sur la santé des ventes de la marque à la pomme. Alors Lionel Friedfeld, bonsoir. Bonsoir, vous êtes Charles. analyste financier. D'abord, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait justement une telle répercussion immédiate, la moindre information qui concerne Apple sur son cours? Effectivement, le cours de l'action Apple a dévissé de 8%, mais c'est surtout 66 milliards de valorisation boursière qui sont vraiment envolés. Et ça, c'est impressionnant. Et simplement parce que les investisseurs ont trouvé que les résultats financiers n'étaient pas à la hauteur en fait, de leurs attentes. Simplement pourquoi Apple fait quand même près de 200 milliards de chiffre d'affaires, près de 10 milliards de profits, mais c'est simplement pas assez pour les analystes financiers qui pensent que notamment 2/3 des profits, donc des 10 milliards, viennent en fait des iPhones. Et en fait, Apple est simplement une société qui tourne avec un produit. La vente notamment d'iPad a reculé de moins 18% au dernier trimestre et surtout l'Apple Watch n'a pas encore, comme on l'a vu, fourni de véritables résultats. Alors justement, Apple va chercher à élargir peut-être son marché en s'intéressant de très près maintenant à la voiture connectée. Effectivement, Apple a près de 203 milliards de dollars de réserves en cash et donc va investir énormément dans l'innovation et va concurrencer notamment Google et Tesla pour faire notamment une voiture électrique connectée. On parle déjà d'une date de production, une sortie à peu près à 2020. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, succès sans doute là aussi au rendez-vous pour ce nouveau produit. Merci à vous. En football, le Beitar Jérusalem, le club israélien, joue ce soir son match retour d'Europa League contre Charleroi à domicile. Match classé à haut risque après les incidents de la semaine dernière en Belgique. La justice israélienne a justement prononcé aujourd'hui des peines d'interdiction de stade contre 12 supporters du club considérés comme violents. Ils sont membres du fameux groupe La Familia. Et qui sont justement les membres qui appartiennent à ce groupe classé comme violents? C'est le reportage de Maël Benoliel. Il a été le supporter du Beitar Jérusalem le plus fanatique d'entre tous pendant près de 10 ans. Doudou Mizrahi a même été le leader du groupe qui fait couler tant d'encre en Israël depuis la date de sa création en 2005. Avant de s'en affranchir il y a 1 an et demi. J'ai mûri, j'ai pris conscience de ce qu'on pouvait faire aux gens qui ne portaient pas la même écharpe que nous. J'ai fini par comprendre qu'on ne pouvait pas se comporter comme ça. Cette année, je n'ai assisté à quasiment aucun match au stade parce que je me sens menacé. Et pour cause, pendant notre entrevue, Doudou reçoit un coup de fil anonyme.
puis désormais contre le racisme ou la violence. Oui, j'ai changé. T'as vu ça? C'est anonyme. Ça m'arrive toutes les semaines, 1 à 2 fois comme ça. La Familia, voilà le nom que porte la frange la plus extrême des supporters du club de la capitale israélienne. Des hooligans racistes et violents qui ont choqué l'Europe tout entière lors de la défaite de leur équipe la semaine dernière en Belgique contre le Charleroi SC sur le score fleuve de 5-1. Fumigènes, projectiles, insultes, le match est interrompu à plusieurs reprises. Le temps est venu que la majorité silencieuse relève la tête et commence à réagir. Ce n'est pas possible qu'un groupe de 500 à 1000 supporters porte tellement atteinte à l'image du club. Trop, c'est trop pour le président et propriétaire Eli Tabib qui met son club en vente à l'issue de la rencontre. Motif invoqué, son incapacité à gérer les comportements des membres de la Familia. J'espère vraiment qu'il va rester avec nous. Et si les choses restent calmes en dehors du terrain, on peut faire une belle saison. Autre conséquence directe, le désengagement du principal sponsor du club, alors qu'une commission parlementaire a débattu cette semaine à la Knesset de la possibilité de démanteler le groupe de supporters. Je peux vous dire au nom du club que tous les membres de la Familia ne sont pas des hors-la-loi. Mais Doudou Mizrahi, supporter à la vie, à la mort, est loin de partager cet avis. Ce n'est pas normal qu'un petit groupe impose sa loi. Nous sommes vraiment très proches que quelqu'un se fasse tuer. On n'en était pas loin en match aller. Le gardien avait la tête en sang. Voir éclater une guerre fratricide entre différents clans de supporters du Beitar Jérusalem, c'est désormais le risque, nous dit-on en coulisses. Premier élément de réponse lors de la confrontation qui opposera le Beitar de Jérusalem à Charleroi SC ici au stade du Teddy pour le match retour du deuxième tour préliminaire de Liga Europa. La crise des éleveurs en France, le président Hollande a rencontré aujourd'hui des éleveurs à Dijon alors que le mouvement ne s'est pas éteint hier malgré l'annonce du plan d'urgence. Des barrages sont d'ailleurs encore en place dans plusieurs régions ce soir et l'on dénombre pas moins de 15 000 éleveurs mobilisés. Julia Ganancia. François Hollande fait pression sur la distribution, les abatteurs et les transformateurs. À Dijon, le président français tente de parvenir à une hausse des prix pour enrayer un mouvement d'éleveurs toujours actif. Le président de la République a rencontré des représentants d'organisations agricoles et a tenté de rassurer les éleveurs en faisant valoir le plan d'urgence de 600 millions d'euros annoncé la veille. Il y a là aussi des décisions qui ont été prises et qui vont maintenant se traduire. Car nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes. Auparavant, Manuel Valls avait lancé un appel à la responsabilité des abatteurs et des industriels. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la généralisation de l'approvisionnement local en viande dans les restaurations collectives d'État. Le service des achats de l'État va renégocier tous les contrats d'approvisionnement. Il faut consommer de la viande française. C'est une viande de qualité. C'est aussi là une manière d'aider sur le long terme la filière. En attendant, le plan gouvernemental a suscité des réactions très mitigées. Néanmoins, à la mi-journée, la FNSEA a promis de lever les barrages autour de Lyon. Les blocages ne devraient donc pas perdurer afin de ne pas perturber le grand chassé-croisé des vacanciers ce week-end, même si sur les routes, ils sont plutôt compréhensifs. Ça fait 2 heures que je suis parti, mais c'est pas grave. Je me fais une raison, mais par contre, ils ont bien raison, faut pas qu'ils lâchent, pardon. Mais le gouvernement n'a pas la main sur les prix. Il ne peut qu'inciter les industriels et la grande distribution à revoir à la hausse leurs tarifs d'achat. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est tourné vers l'Europe pour envisager des solutions au niveau communautaire. Un conseil des ministres européens de l'agriculture aura lieu en septembre. Alors, autre illustration des difficultés de cette filière agricole en France, il ne reste plus qu'un seul producteur de cornichons. Il a dû d'ailleurs se réadapter face à un nouveau marché pour rester en vie et retrouver des couleurs. Julia Ganancia. Les Français en mangent près de 400 grammes par an, souvent en les piquant à même le pot.
Mais aucun ou presque ne sont produits en France, car les seuls cornichons qui poussent sur le sol français sont ceux de Florent Jeannequin. La situation date de 2009, quand le poids lourd du secteur Amora Maille ferme sa conserverie locale et se tourne vers les produits en provenance d'Asie. Et on s'est retrouvé, notre 6-4 producteurs de cornichons sans acheteurs. Et tout vite abandonné, on est directeur, secrétaire, 2 permanents, et on ne pouvait pas continuer comme ça sans avoir de vente des produits. Du coup, ça a été dissous, les 25 producteurs qui restaient ont abandonné. On était 2, 3 à vouloir continuer, puis maintenant, depuis 3 ans, je suis le seul à rester. Et pour rester dans la course face à la grande distribution, cet agriculteur bourguignon qui possède aussi des vaches à viande et des champs de céréales a dû se réinventer et miser sur une tendance, le bio made in France. C'est un cornichon qui est propre. Et on arrive à le conserver, étant donné qu'il est cueilli le matin et le lendemain il est mis dans le bocal et refroidi aussitôt, et il n'y a pas de problème de conservation et de goût. Au contraire, c'en est que mieux, parce que comme il n'est pas chargé d'insecticides et d'herbicides et de conservateurs, on retrouve le goût du cornichon. Un goût qui a un prix, près de 8 € le pot, mais ça ne freine pas l'ascension de cette entreprise familiale qui a déjà doublé sa production en 2 ans et sera bientôt reprise par Henri, le fils. Pour moi, il y avait un marché. Et pour se faire connaître, il a fallu se différencier au niveau du packaging, fermeture mécanique pour appeler notre grand-mère. Parce que maintenant, le bocal, on pose sur la table, on en prend un ou deux, on le referme, on le range. Il faut que ce soit pratique. Et côté goût, certains ne s'y sont pas trompés. Adoubés par plusieurs grands chefs, les cornichons de Lyon ont même été servis sur les tables de l'Élysée. En Turquie, la situation reste très tendue à la frontière syrienne, puisqu'aujourd'hui encore, un soldat turc a été tué par des tirs venus de Syrie. Cyril Amar. Kilis, à la frontière turco-syrienne. De l'autre côté de la clôture, la région est tenue par le groupe État islamique. Sur ces images de la télévision turque, on aperçoit des djihadistes posant des mines. Une scène annonciatrice. Ce jeudi, un soldat turc a été tué, plusieurs autres blessés par des coups de feu partis de ce secteur syrien. La riposte est immédiate. Comme à chaque fois que des tirs atteignent son territoire depuis 2012, l'armée turque réplique en ouvrant le feu sur des positions djihadistes. Un combattant de l'État islamique aurait été tué. Cette nouvelle escarmouche intervient 3 jours seulement après l'attentat suicide de Suruç dans le sud de la Turquie. 32 militants pro-kurdes y ont trouvé la mort. Pour faire face à la terreur de Daesh et sécuriser les points de passage, nous allons mettre en place un système intégré de sécurité à la frontière et mettre en œuvre des moyens physiques de sécurité. Longtemps accusé par la communauté internationale d'avoir pactisé avec le diable, Ankara est en train de revoir sa stratégie à l'égard de Daesh. On va marquer une pause et dans un instant, on évoquera le dossier du nucléaire iranien avec l'audition tout à l'heure de John Kerry devant une des membres de la commission du Congrès. Le vote approche et on voit que la contestation prend de l'ampleur aux États-Unis. À tout de suite. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Les médecins refusent de stopper tout traitement comme le recommandait pourtant la justice et ils s'en remettent à leur autorité de tutelle pour trancher le désaccord familial. De violents affrontements près de Hebron aujourd'hui entre Palestiniens et l'armée israélienne après la mort d'un deuxième Palestinien en un peu plus de 24 heures. Les manifestants ont notamment tiré à l'arme automatique comme le montre cette image. Et puis la contestation de l'accord sur le nucléaire iranien grandit aux États-Unis. Des manifestants la nuit dernière à Times Square à New York. Et puis tout à l'heure, l'audition de John Kerry devant le Congrès avant le vote. Et donc on s'intéresse tout de suite à cette contestation qui semble donc prendre de l'ampleur aux États-Unis après l'accord sur le nucléaire iranien. Ce n'est pas seulement la sphère politique qui est touchée, on va en parler dans un instant, mais aussi la rue avec cette manifestation qui a rassemblé entre 10 et 15 000 personnes hier soir à New York. Ariane Ménage. L'emblématique carrefour de Times Square envahi par une foule de manifestants. Des protestations contre l'accord signé le 14 juillet dernier entre l'Iran et les 5+1. Les participants sont majoritairement des républicains et leurs sympathisants. Selon les organisateurs, quelques 10 000 personnes se sont réunies hier, alors que le Congrès américain s'apprête à étudier le texte négocié à Vienne. Vous savez, pendant les négociations, nous avons entendu l'administration d'Obama dire « pas d'accord est toujours mieux qu'un mauvais accord ».
Ce texte, justement, est un très mauvais accord. Le Congrès doit faire son devoir et prendre la défense du peuple américain, de notre sécurité, et dire non à cet accord sur le nucléaire iranien. Aux États-Unis, un sondage montre que l'opinion publique est majoritairement opposée au texte. La méfiance envers la République islamique reste forte, même si l'accord ne permet pas techniquement à l'Iran de mettre au point une bombe atomique dans les prochaines années. Ne faites pas confiance à l'Iran, scandent les slogans. Les manifestants expriment leur crainte quant à la sécurité des États-Unis et la sécurité d'Israël. Cet accord constitue une énorme menace pour notre sûreté et notre sécurité ici à New York. Cet accord constitue une menace existentielle à l'encontre de l'État d'Israël. Cet accord garantit une course à l'armement au Moyen-Orient. Il garantit un monde plus terrifiant et un monde moins sûr. Je suis inquiet car c'est un pays violent qui soutient la violence dans le monde entier et soutient des organisations terroristes comme le Hezbollah. Et ils ont déjà fait beaucoup de dégâts et en feront plus s'ils ont les capacités que cet accord leur donne. Pour que le texte négocié à Vienne soit adopté par le Congrès, Barack Obama devra convaincre au moins un tiers des élus. Et ce sont aussi certaines voix démocrates qui posent problème à l'adoption de l'accord. Alors, on est en ligne justement depuis les États-Unis avec notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. Il y a vraiment un mouvement là qui est en train de prendre de l'ampleur contre cet accord nucléaire ? Oui, mais enfin, l'opinion publique hostile ne grandit pas forcément. Par contre, les opposants au deal sur le nucléaire iranien sont de plus en plus visibles. Les sondages effectués depuis l'annonce de l'accord la semaine dernière donnent des résultats partagés. Pour ABC News, Washington Post, 56% seraient en faveur du deal. Un même sondage effectué par Fox News renverse légèrement la tendance avec une majorité d'Américains sondés qui se prononceraient contre. Depuis l'annonce de l'accord, 40 millions de dollars ont déjà été dépensés en lobbying et publicité à la télé et dans la presse quotidienne afin d'éduquer le public et d'influer sur les sénateurs pour qu'ils votent contre l'accord négocié avec Téhéran. Étonnamment, l'une des organisations qui bombarde le plus d'écrans publicitaires est le CNFI, Citoyens pour un Iran sans nucléaire, qui est à l'initiative de 5 anciens sénateurs démocrates, dont Joseph Lieberman, qui fut candidat à la vice-présidence des États-Unis en 2000. Et de nombreuses initiatives sont prévues tout au long de l'été, à l'image de la manifestation d'hier à Times Square. Aujourd'hui, c'est à Washington, devant le Capitole, que se réuniront les anti-Iran autour de Ted Cruz, l'un des nombreux candidats à l'investiture républicaine. Et la grande absente, c'est l'AIPAC, la plus grande organisation juive américaine, qui pour le moment ne se fait pas entendre auprès du public, mais qui fait un travail de terrain à Washington pour allier un maximum de sénateurs démocrates et républicains afin d'empêcher l'accord d'être ratifié en septembre. Merci David Benaïm, donc en direct des États-Unis. Bonsoir Nadia Ellis. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Dror Eben-Sapir, bonsoir. Analyste politique. Alors Dror, je voulais qu'on parle justement de ce qui s'est passé il y a quelques minutes, c'est-à-dire la première audition de John Kerry et d'autres responsables de la Maison-Blanche sur cet accord devant des membres du Congrès. Devant des membres du Congrès et puis aussi devant les caméras de télévision, une audience retransmise en direct, c'est l'une des choses les plus étonnantes et peut-être qui suscite le plus l'admiration dans la démocratie américaine, cette capacité de montrer des débats sur des questions aussi sensibles que celles du nucléaire iranien, de les montrer au grand jour pour que chaque citoyen américain, et même au-delà, puisse constater quelle est la teneur des débats autour de cette question. Et rien n'a été épargné à John Kerry. Les membres du Sénat républicains de cette commission ont parfois employé des termes très virulents contre l'accord et contre l'administration Obama. Vous avez été berné par les Iraniens, c'est ce qu'a dit le sénateur Rich, notamment. Tous ceux qui considèrent que l'accord de Vienne est un bon accord sont d'une très grande naïveté. Donc on a un petit peu l'impression presque d'entendre Benjamin Netanyahou parler par sénateur républicain interposé en quelque sorte à John Kerry et lui formuler des reproches qu'on entend chaque jour à Jérusalem. En fait, la défense de John Kerry, on peut la diviser de la manière qui suit. D'une part, l'accord a empêché l'Iran de progresser vers la bombe nucléaire. Nous avons démantelé les capacités de l'Iran, la capacité de l'Iran à fabriquer une arme nucléaire. C'est ce qu'a dit John Kerry. C'est une chose très claire. Autre ligne de défense adoptée par le secrétaire d'État américain, cet accord, ce n'est pas seulement nous, l'administration américaine, l'administration Obama, mais également la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne qui sont impliqués et leurs experts en matière d'armement nucléaire. Ce ne sont pas des idiots, a dit John Kerry. Et puis John Kerry qui cite également des experts israéliens. Il y a des experts israéliens, d'anciens responsables, notamment des services de sécurité, qui se sont prononcés d'une manière très claire
en faveur de l'accord. Il a cité John Kerry à plusieurs reprises l'ancien numéro 1 du Shabak, les services de renseignement intérieur, Ami Ayalon, et l'ancien numéro 1 du Mossad, la fameuse agence de renseignement, Ephraim Halevi, qui tous deux, dans la presse et notamment dans la presse américaine, ont argumenté en faveur, encore une fois, de l'accord qui a été conclu et annoncé à Vienne. Alors, Nadia Ellis, comment on peut définir d'ailleurs la stratégie finalement de la Maison-Blanche? C'est de se dire, on n'est pas les seuls, finalement les autres le font, donc c'est qu'on n'est pas des fous, c'est ça? Non, mais en fait, c'est un argument très intéressant. D'ailleurs, Dror a cité donc, cette phrase qui a été dite à John Kerry aujourd'hui, où vous êtes fait berner par l'Iran. Et il a répondu, en fait la réponse a été on n'est pas les seuls, alors tout le monde s'est fait berner. Ce qui est assez extraordinaire, si on réfléchit bien, ce genre de phrase, c'est une phrase qu'on dit à peu près à 15 ans à ses parents quand on veut sortir. Tout le monde sort, alors pourquoi moi je sortirais pas? C'est un des arguments les plus bêtes, quelque part, que l'on peut utiliser. Simpliste, c'est très simpliste. C'est pas un argument que la Maison-Blanche peut utiliser vraiment pour convaincre les gens, mais surtout, ce qui est embêtant, c'est que c'est une stratégie argumentative qui sert en fait à mettre les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis tout le monde pense comme moi, tous ceux qui ne pensent pas comme moi, forcément, donc ils se retrouvent à l'extérieur de ce groupe de tout le monde et ils sont soit des traîtres, soit des idiots, soit des gens qui comprennent rien. Mais en fait, c'est une stratégie argumentative qui est utilisée normalement en politique pendant les élections. En Israël, on l'a vu plusieurs fois. Mais c'est une stratégie qui sert à diminuer, en fait, à rendre le groupe des adversaires comme un groupe moins intelligent, moins compétent, qui comprend moins bien. Et c'est très désagréable parce qu'évidemment, de l'autre côté, il n'y a pas que des idiots, mais c'est à ça que ça sert, en fait. Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'argumentation de la Maison-Blanche, c'est que Kerry a écrit un op-ed, un article aujourd'hui sur le Washington Post, dans lequel il a repris le grand argument de Netanyahou, qui dit que c'est une erreur historique, donc cet accord. Et John Kerry écrit, si les États-Unis, je cite, devaient se retirer de cet accord, ce serait une erreur historique. Donc en fait, il essaye de retourner tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui par rapport à cet accord. Je crois que ce qui est vraiment fondamental dans toute cette histoire, c'est que tout le discours tourne autour de quelque chose qui n'est pas le vrai problème, c'est-à-dire le fait qu'on fait ou on ne fait pas confiance à l'Iran. Le vrai désaccord entre Israël et les États-Unis et le reste du monde, si on veut considérer que le reste du monde est du côté des États-Unis, ce qui n'est évidemment pas vrai, parce qu'il y a quand même des gens qui sont contre. Le vrai problème, donc, c'est que Israël, accord ou pas accord, ne fait pas confiance à l'Iran. Donc peu importe, on peut signer même le meilleur accord du monde, on ne croit pas à un Iran qui déclare de vouloir détruire Israël, de vouloir avoir une bombe nucléaire. On ne croit pas au fait qu'ils vont arrêter. Les États-Unis, apparemment, ont l'air de vouloir faire confiance à l'Iran sans jamais le dire à voix haute. Et là est toute la question, en fait. Pourquoi les États-Unis sont prêts à faire confiance à l'Iran? Et il faudrait qu'on s'interroge sur ça, en fait. Alors, l'un des autres éléments centraux de l'argumentaire, en fait, de John Kerry, le secrétaire d'État américain, c'est la question de l'alternative. John Kerry s'en est pris sans le nommer. Il a évoqué Benjamin Netanyahou un petit peu plus tard au cours de l'audience en disant que c'était un ami, qu'il comprenait les inquiétudes de Benjamin Netanyahou et des Israéliens, mais que concernant l'alternative, cette fameuse question de l'alternative à l'accord qui a été conclu, eh bien selon John Kerry, il n'y a pas d'alternative, c'est une fantaisie, c'est une licorne, ce fameux animal de légende. C'est pas la première fois d'ailleurs à mon sens, que John Kerry compare un éventuel meilleur accord au monde de la fantaisie et des animaux fantastiques. Je crois que c'est la deuxième fois, peut-être que Nadia pourrait confirmer, qu'il utilise ce genre de figure de style ou ce genre de rhétorique. Et puis, John Kerry a réaffirmé que la seule alternative à l'accord qui avait été conclu, eh bien, c'était une opération militaire, c'était la guerre. Donc pas d'autre accord possible. C'est soit l'accord qui a été signé, soit une intervention militaire et un conflit armé. C'est peut-être un petit peu simpliste. Les Israéliens considéraient qu'il y avait une troisième fois, qu'il fallait aggraver les sanctions qui avaient été décidées contre l'Iran, de manière à ce que l'Iran puisse consentir à davantage de compromis et à ce qu'un meilleur accord soit conclu. Pour John Kerry et pour les autres responsables américains, ce scénario n'avait absolument aucune chance de se concrétiser.
Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'isolement dont vous parliez tout à l'heure, Nadia, semble se concrétiser, puisqu'on voit que ce soir, par exemple, François Hollande a eu un entretien téléphonique avec Rouhani, le président iranien, et que le communiqué de l'Élysée, c'est compte tenu de ce nouveau contexte, la France et l'Iran ont décidé de développer leur coopération. Ça veut dire que c'est vrai que la position d'Israël aujourd'hui semble ne pas recevoir d'écho, en tout cas parmi les puissances occidentales. Elle ne reçoit pas d'écho dans le sens où elle ne reçoit pas de support à 100%. Il y a quand même certains leaders qui s'expriment un peu plus en faveur d'Israël, notamment il y a le Premier ministre italien qui était hier en Israël, qui a fait un discours à la Knesset, au Parlement israélien, où il a dit effectivement nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette histoire de l'accord, mais sachez que l'Italie sera toujours du côté de la sécurité israélienne, on ne mettra jamais ça en danger. Donc il y en a qui s'expriment un tout petit peu plus dans le sens d'Israël, au moins pour dire on vous rassure, si jamais il devait se passer quelque chose, nous sommes à votre côté. C'est peut-être aussi ce qu'on voudrait entendre, ce que les Israéliens voudraient entendre des Américains, à savoir plutôt qu'une argumentation qui tourne autour du on préfère un accord à la guerre, quelque chose du style la guerre est toujours une option parce que votre sécurité est quand même notre priorité et on va le faire. Ça a été dit par les responsables américains. Ils ont affirmé, ils ont déclaré que l'option militaire n'était pas tout à fait écartée et que si les Iraniens ne respectaient pas l'accord, eh bien le système de sanctions sera à nouveau mis en œuvre et dans le cas extrême, l'option militaire pourrait être envisagée. Mais ce qui est important maintenant, c'est qu'on entre véritablement dans une phase de bataille de l'opinion publique aux États-Unis et à cet égard, on a un petit peu l'impression qu'il y a 2 voire 3 rythmes différents autour de l'accord. Les Européens, Federica Mogherini qui va se rendre à Téhéran, Laurent Fabius qui va lui aussi prendre l'avion pour Téhéran, François Hollande qui s'entretient avec son homologue iranien au téléphone, l'un des membres du gouvernement allemand qui s'est rendu à Téhéran récemment. On a l'impression que les Européens veulent aller très vite parce qu'ils ne veulent pas manquer les parts de marché qui vont forcément devenir disponibles avec la levée des sanctions en Iran. L'Iran, c'est un marché important. Ils vont très vite et les Américains prennent davantage de temps, donnent à leurs élus, aux membres du Congrès, 60 jours pour étudier dans les détails l'accord et également les rapports des services de renseignement américains qui ont été rédigés et qui ont été fournis à chacun des membres de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc on a l'impression un petit peu de rythme. Les Européens font comme si l'accord était déjà un fait accompli et qu'il fallait aller très vite, encore une fois, pour obtenir les meilleures parts de marché. La bataille de l'opinion publique, elle vient de commencer aux États-Unis. On a vu les manifestations organisées par les organisations pro-israéliennes aux États-Unis, à New York. Benjamin Netanyahou qui a donné une série d'entretiens dans les médias américains pour là aussi tenter de convaincre l'opinion publique et donc les élus américains. La seule chance de Benjamin Netanyahou et des opposants à l'accord, ce sont certains élus démocrates qui sont hésitants et on a vu aujourd'hui au cours de cette audience que effectivement certains élus démocrates se posent de sérieuses questions sur l'accord, sur les dangers inhérents à cet accord et qu'ils pourraient peut-être rejoindre les républicains dans leur opposition. Encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, on rentre en période préélectorale aux États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un nombre suffisamment important d'élus démocrates rejoignent les républicains pour que le Congrès rejette avec les 2 tiers de ses membres, ou que le Sénat rejette avec les 2 tiers de ses membres l'accord? C'est loin d'être une mission facile pour Benjamin Netanyahou. Il semble-t-il qu'il considère que ce n'est pas une mission impossible. Bon, il y a encore en tout cas peut-être effectivement une incertitude avec ce que l'on a vu aujourd'hui au Sénat et puis dans les rues de New York hier. Merci Nadia Ellis, merci Dror Even Sapir. Barack Obama qui va entamer demain un voyage sur les terres de ses ancêtres au Kenya, en Afrique. Voyage politique mais évidemment très symbolique. Malheureusement, il n'a pas été possible de lui organiser un détour jusque dans le village d'origine de sa famille. Léonore Jory. Barack Obama sur la terre de ses ancêtres. Le président américain est en visite au Kenya ce vendredi, une première depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Alors que sa venue suscite la fierté du peuple kényan, à Kogelo, c'est la déception qui se lit sur les visages. Barack Obama ne se rendra pas dans le village de son père. Les habitants regrettent cette décision. Nous sommes très déçus. Nous voulions que notre enfant vienne chez nous, qu'il vienne saluer sa famille. Nous aurions été les plus heureux du monde.
Nous savons qu'il est occupé, mais en ce jour particulier, laissez-le prendre 5 heures avec le gouvernement, 2 autres heures avec sa famille de Kogelo et 1 heure seul avec les habitants de Kogelo, peut-être dans le stade ou ailleurs. Nous avons seulement besoin de le voir pendant 1 heure. Mais selon l'ambassadeur américain sur place, les heures seront comptées et le temps manquera. Autre raison invoquée, la sécurité, préoccupation essentielle des autorités. Il restera donc à Nairobi, la capitale. Les habitants de Kogelo attendent depuis des années maintenant la venue de leur idole. À la suite de la victoire d'Obama en 2008, le village avait été raccordé au réseau électrique, les routes pavées et l'eau courante installée. L'espoir que le gouvernement américain s'intéresse de plus près aux conditions précaires de cette population s'estompe. Nous sommes déçus parce que quand il est devenu président, nous pensions que plus de choses allaient arriver. Mais jusqu'à présent, rien n'est arrivé. Mais malgré l'amertume des habitants, la femme du grand-père du président américain assure ne pas être déçue par la nouvelle, estimant que Barack Obama était avant toute chose l'invité du Kenya, le fils du Kenya et non pas de Kogelo. Et puis la Maison-Blanche met également la dernière main à la fermeture de la prison militaire de Guantanamo, située sur l'île de Cuba. C'est là qu'avaient été acheminés la plupart des prisonniers membres d'Al-Qaïda lors de la guerre menée à l'organisation de Ben Laden. David Klezewski. Avant les années 2000, Guantanamo n'était rien d'autre que la pointe orientale de l'île de Cuba. Depuis, le lieu est devenu le symbole des méthodes controversées utilisées par les Américains contre les islamistes. Après 14 ans d'activité, l'une des prisons les plus connues au monde est en passe de fermer ses portes. C'était un engagement de campagne de Barack Obama, mais depuis 2008, le Congrès a tout fait pour opposer au président une résistance juridique acharnée. Les parlementaires voulaient s'assurer qu'une fois libres, certains prisonniers ne poursuivent pas leur lutte djihadiste. Nos responsables de la sécurité nationale travaillent sur ce sujet depuis un certain temps, principalement parce que c'est une priorité pour le président. Il croit qu'il est dans l'intérêt de notre sécurité nationale pour nous de fermer la prison de Guantanamo Bay. L'administration Obama avait déployé de nombreux efforts pour réduire le nombre de détenus au fil des ans. Ils sont aujourd'hui 116, dont la moitié pourrait être libérée faute de preuves. Coupable ou pas, l'Uruguay fait partie de ces pays qui avaient accepté d'accueillir les anciens prisonniers sur leur sol. Pourquoi avons-nous dit oui? Nous sommes prêts à donner un coup de main. Nous l'avons dit en raison de notre expérience passée. Des milliers de personnes ont dû chercher refuge à un moment donné. Au total, 780 islamistes présumés ont été mis en détention à Guantanamo. On va partir dans l'espace, très loin, avec cette nouvelle que vient d'officialiser la NASA ce soir et qui va faire beaucoup de bruit. On en parle avec vous, Julia Ganancia, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Les astronomes justement de la NASA ont découvert, grâce à leur télescope magique, eh bien, une planète beaucoup plus grande, mais qui pourrait être en tout cas assez semblable à ce qu'est la planète Terre. C'est vrai, comme vous le dites, c'est presque un peu magique, on vient de l'apprendre. La Terre aurait une nouvelle cousine un peu éloignée. Elle est située à 1400 années-lumière de la Terre. Cette exoplanète baptisée Kepler 452b est située en orbite autour d'une étoile lointaine et elle est à la même distance de son étoile que la Terre du Soleil. Cette étoile est seulement 10% plus grosse et 10% plus brillante que notre Soleil, mais elle est 1 milliard d'années plus ancienne, alors cela peut nous donner une idée de ce qui pourrait advenir à notre chère Terre dans un lointain futur. Alors cette découverte nous permet également de progresser pour savoir eh bien, combien de planètes habitables peuvent exister dans notre galaxie. Tout à fait, Kepler 452b a un rayon 60% plus grand que celui de la Terre et a de grandes chances d'être rocheuse avec une atmosphère épaisse. Elle pourrait aussi connaître une activité volcanique, mais alors surtout l'information, eh bien, c'est qu'on pourrait y trouver une grande quantité d'eau à l'état liquide qui permettrait donc de peut-être l'existence de la vie. Finalement, une des plus vieilles angoisses et en même temps un des plus vieux rêves est peut-être en train de se réaliser. Se dire qu'on n'est pas seul, savoir qu'il y a peut-être de la vie ailleurs, c'est peut-être ça la découverte. En tout cas, l'eau est un élément sans lequel la vie n'est pas possible. Et voilà, c'est une nouvelle révolution ce soir en quelque sorte de l'astrophysique, depuis l'avènement même d'ailleurs de l'astrophysique, qui était déjà une révolution dans les sciences. Et ben voilà, la science-fiction qui devient réalité grâce à vous. Merci Julia Ganancia. En Pologne, le gouvernement a décidé aujourd'hui de classer comme monument national une cache ayant permis à des juifs polonais d'échapper aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une cache dans une maison dont les propriétaires non juifs n'ont jamais révélé l'existence et l'ont d'ailleurs payé de leur vie. Solal Azerwal. Ce lieu fait désormais partie du patrimoine national polonais. Lueur d'humanité en temps sombre,
C'est dans cette petite ferme qu'une famille polonaise a abrité des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils furent nombreux, fuyant les persécutions, à se réfugier sous le sol de cette cuisine. En soulevant quelques morceaux de bois, on accède à la cachette de fortune, une petite cave érigée au rang de monument national. This site gives us a hope in humanity. Cet endroit redonne de l'espoir en l'humanité. Il montre ce que l'homme est capable d'accomplir. C'est pour cette raison qu'il est si important. Nous sommes honorés que le département polonais du patrimoine reconnaisse ce lieu comme patrimoine historique. Ainsi, cet endroit restera un symbole à jamais. C'est ce genre de symbole qui importe vraiment. Pour permettre aux descendants de la famille Skousulas de clore enfin ce chapitre, nous recherchons les gens qui ont été cachés ici. Préférant mourir plutôt que dévoiler la cachette, cette famille polonaise fut exécutée en 1942. Dénoncés par des voisins, ces résistants furent condamnés à mort. Leur crime, avoir caché des Juifs. Cet endroit n'est pas important que pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Qui aurait pu croire qu'une personne puisse risquer et donner sa propre vie pour sauver celle d'un autre? La famille Skousulas savait parfaitement dans quoi elle s'impliquait, connaissait les risques, et pourtant ils l'ont fait. Personnellement, je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas risquer ma vie et celle de ma famille pour essayer de sauver quelqu'un d'autre, même un voisin ou un ami. Cet acte d'héroïsme n'est pas un acte isolé, mais une véritable décision familiale, raconte le petit-fils de cette famille polonaise. Toute ma famille a été punie pour avoir aidé des Juifs, mais ma famille savait ce qu'elle risquait. L'armée allemande avait prévenu les gens dans une déclaration. Malgré la terreur nazie, certaines familles ont résisté au péril de leur propre vie. Après la guerre, le mémorial Yad Vashem s'est chargé de leur remettre le titre de juste parmi les nations. Parmi ces résistants, les Polonais sont les plus représentés au monde. L'histoire à présent d'un sportif qui défend les couleurs d'Israël tout en conservant ses origines arabes. Il est l'un des combattants les plus en vue sur les rings de MMA, l'une des variantes du combat livre. C'est un reportage de Wissam Kaba avec Sola Lazerwal. Une identité double entre nationalité israélienne et héritage palestinien. Certains pourraient même dire que Jack Ghosh souffre d'un dédoublement de personnalité. Pour ce champion d'arts martiaux, il n'y a pas de contradiction. Originaire d'Abu Ghosh, un village près de Jérusalem, ce musulman tient à son identité israélienne. Je suis un homme religieux et pratiquant. Je crois en Dieu. Je prie 5 fois par jour. J'ai fait mon pèlerinage à la Mecque et j'ai toujours eu confiance en Dieu pour tout ce que j'entreprends. Quand j'ai commencé à étudier le Coran, j'ai appris beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas le Coran. Mon but, c'est de montrer le bon côté de l'islam. Jack Ghosh est champion d'arts martiaux mixtes, un art martial extrêmement violent. Champion d'Israël, il représente le pays dans l'arène internationale. Je suis très athlétique, je ne suis pas un homme politique et je n'ai pas de formation politique. J'habite ici et je m'entraîne ici, je n'ai nulle part ailleurs où aller. Je suis né ici, il n'y a aucun problème dans mon comportement. Je voyage en Israël et les gens qui me soutiennent sont aussi de ce pays. Les Israéliens m'aident. Je suis un musulman qui vit en Israël. Il est normal que je représente ce pays. Être dans l'arène est très différent que d'assister au combat depuis les tribunes. Une leçon qu'il a appris lors de sa confrontation avec le champion du monde en titre. Mais du fait de sa participation à ces combats, Jack Ghosh doit aussi faire face à des résistances d'ordre politique. Et on repart dans l'espace. À présent, la fusée russe Soyouz est arrivée à la Station spatiale internationale avec à son bord 3 astronautes. C'est une opération délicate qui a bien réussi, David Kazewski. Avec 2 mois de retard, le vaisseau Soyouz pointe enfin son viseur vers la Station spatiale internationale. Décollage réussi cette nuit depuis le Kazakhstan à Baïkonour. Selon un communiqué, les 3 cosmonautes vont bien. L'agence spatiale russe a annoncé que le 3e étage de la fusée s'était séparé du lanceur comme prévu, propulsant l'américain, le russe et le japonais vers leur mission en orbite. Un lancement suivi avec attention après l'échec en avril d'une précédente tentative. Les Soyouz sont le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les hommes de l'espace vers l'ISS depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines.
Comme le veut la tradition, l'équipage de Soyouz a choisi une mascotte. L'heureux élu est le robot R2-D2, tout droit sorti de Star Wars. Et il n'a pas été embarqué à bord pour faire de la figuration. R2-D2 servira notamment d'indicateur pour mesurer la gravité terrestre avant la phase d'apesanteur. L'un des objectifs de cette sortie dans l'espace est d'apprendre à contrôler des robots à distance, mais aussi de susciter des vocations. Le russe Oleg Kononenko a promis d'étudier notamment le comportement des bulles de savon pour répondre à une demande de jeunes amateurs de l'espace. Voici pour terminer les images assez spectaculaires et effrayantes à la fois. Cela se passe en Inde et vous allez le voir, un léopard a réussi à s'introduire dans une école d'un petit village. Un léopard sauvage, il a évidemment causé beaucoup d'effroi parmi les habitants et les enfants qui ont heureusement pu être éloignés. Un homme a été blessé à la main et finalement des spécialistes ont réussi à endormir l'animal pour l'évacuer. Plus de peur que de mal donc, et par miracle un seul blessé à la main. On va parler aussi de football pour vous signaler qu'en France aujourd'hui, la Fédération française a pris une décision qui suscite beaucoup d'animosité de la part de la Ligue de football professionnel. La Fédération a décidé d'annuler la décision qu'avait prise la Ligue, à savoir ne plus faire descendre que 2 clubs de Ligue 1 à l'étage inférieur à la fin de la saison prochaine. Les clubs de Ligue 2 s'étaient révoltés et ils ont donc eu gain de cause auprès de la Fédération. Mais le bras de fer n'est pas fini et la Ligue veut attaquer en justice cette décision de la Fédération française de football. On va se retrouver dans une dizaine de minutes. On évoquera les projets pharaoniques qui guettent la ville de Tel Aviv qui veut se transformer dans son avenir. Et puis on parlera également du débat éthique autour de l'euthanasie. Journal d'Elsa Mimoun dans un instant. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct, on parlera dans un instant du débat éthique qui est reposé ce soir avec les rebondissements dans l'affaire Vincent Lambert. Mais tout d'abord, Julien Baloul, bonsoir. Avec vous, Tel Aviv, la principale ville, on peut même parler de mégapole israélienne, qui va changer de visage avec des travaux très importants qui sont lancés. Et d'abord celui du tramway. Oui, c'est un peu le grand projet de l'été. Ça fait plus d'une décennie qu'on en parle en Israël et à Tel Aviv après le succès du tramway de Jérusalem qui lui aussi a pris beaucoup de temps. Ça devrait enfin commencer à Tel Aviv. Les travaux devraient commencer le 2 août, donc dans à peine 2 semaines, et s'achever en 2021. Donc c'est une grosse période. En réalité, ce sont plusieurs lignes qui devraient être reconstruites, certaines qui devraient être d'ailleurs souterraines comme un métro. On voit un peu le plan à l'écran. Dans les faits, on n'est pas certain que les travaux commencent à la date prévue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat entre le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité intérieure. Le ministre des Transports veut que ça commence, c'est son bébé, c'est son projet depuis plusieurs années, et le ministre de la Sécurité intérieure estime que les chantiers ne sont pas encore sécurisés et que les 36 parkings promis au public pour, vous savez, éviter les bouchons ne sont pas encore prêts. Donc il y a vraiment encore ce combat. On verra dans les prochains jours si ça commence réellement. On ira faire un tour évidemment sur le chantier. Alors il y a un autre projet encore plus pharaonique là qui a été présenté hier. Ça concerne une couverture d'une route. Oui, pas n'importe quelle route. La route Ayalon, c'est l'autoroute la plus chargée en Israël. Il y a tout de même chaque jour 750 000 voitures qui passent par cet axe. Ça coupe Tel Aviv en deux, pas tout à fait au milieu, mais ça coupe quand même Tel Aviv en deux. Le projet a été présenté en commission municipale à Tel Aviv cette semaine. Un projet plus détaillé doit être présenté au début de l'année 2016. Vous voyez à quoi ça devrait ressembler, c'est-à-dire vraiment recouvrir cette autoroute Ayalon avec des parcs, un projet qui s'étend sur 240 000 m². Le terrain devrait être complètement piéton avec des cafés, des magasins, des pistes cyclables. Ça fait un peu rêver. Le projet est déjà qualifié de plus important de toute l'histoire de Tel Aviv et de projet urbain municipal le plus important de toute l'histoire d'Israël. C'est pas rien. Apparemment, ils avaient déjà essayé dans le passé, c'était pas très sérieux. Cette fois-ci, ça tiendrait un peu plus debout. Le coût, pas rien, 2 milliards de shekels qui pourraient être financés, on ne sait pas trop par qui, mais visiblement par les promoteurs immobiliers qui auront le droit de construire des tours tout le long du projet. Dans une certaine mesure, Jean-Charles, ça rappelle la coulée verte, la High Line à New York, vous savez, qui a été faite sur une portion de 2,3 km de voies ferrées désaffectées, sur lequel on a fait un grand parc. Ça rappelle un peu cela. On verra début 2016, le projet devrait passer dans une nouvelle commission, on verra un peu plus si c'est réalisable.
Et puis en tout cas, ça fait déjà grincer quelques dents. Oui, évidemment, il y a ceux qui saluent le projet, notamment ceux qui habitent de l'autre côté de l'autoroute, qui sont contents de se rapprocher du centre, ceux qui saluent le fait que la mairie de Tel Aviv enfin investit dans un terrain qui sera totalement ouvert, c'est-à-dire pour un parc et pas pour construire des bâtiments. Et ceux qui habitent à Tel Aviv savent que c'est pas évident de voir un terrain vide à Tel Aviv. Donc ces personnes-là sont contentes, en plus un aspect vert. Il y en a d'autres qui critiquent le fait que s'il y a 2 milliards de shekels dans les caisses de Tel Aviv et de l'État, autant l'investir dans le sud de la ville qui est complètement délabré. Et d'autres, enfin, soulignent que en fait, ce sont ceux qui habiteront dans ces tours, c'est-à-dire les plus riches, qui pourront profiter de ce parc. Donc, il y a encore des critiques sur ce projet. Merci Julien Baloul. Voilà donc à quoi pourrait ressembler Tel Aviv dans les années qui viennent. On revient à présent sur l'une des informations de cette journée. La décision donc des médecins du CHU de Reims où est soigné Vincent Lambert qui est en état végétatif, eh bien, de ne pas mettre fin au traitement médical malgré les recommandations de la justice. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord les réactions, celles de la mère de Vincent Lambert tout d'abord et puis de son épouse. Elles sont évidemment d'un avis opposé. On attend maintenant la décision du procureur, mais le souhait le meilleur serait que Vincent soit transféré. Tout le monde serait apaisé, et voilà. Et moi, je m'occuperai de mon fils. Il y a des établissements qui l'attendent, et voilà, c'est tout ce que nous espérons. Ça a été difficile de subir ce parcours judiciaire, et je pensais qu'avec la Cour européenne qui entérinait une telle décision, Vincent pouvait être enfin respecté. Je ne sais même pas si on peut avoir l'espoir que Vincent soit entendu. Alors, quand il y a un tel déchirement familial, comment les médecins doivent-ils agir? On va en parler avec bien 2 médecins qui sont avec nous. Je salue tout d'abord au téléphone depuis la France Charles Jousselin. Bonsoir, vous êtes médecin et vous présidez la SFAP, la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. Et puis bonsoir à vous, docteur Gilles Morali. Vous êtes médecin et vous êtes également docteur en philosophie, donc vous avez réfléchi évidemment à ces questions d'éthique. Charles Jousselin, est-ce que vous comprenez la décision des médecins à Reims ce soir? Est-ce que vous y souscrivez? Alors, je ne sais pas si j'ai à y souscrire ni à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que il me semble intéressant, en tout cas consciencieux pour un médecin, que lorsqu'il n'a pas les moyens de décider, s'il n'est pas en sécurité et s'il n'a pas de sérénité pour ça, de ne pas décider. Alors c'est bien sûr que c'est dommageable, d'abord pour Vincent Lambert, pour tous ses proches, pour l'équipe qui n'arrive pas à travailler normalement. Donc voilà, il y a quelque chose qui est dommage. Mais je trouve que c'est quand même, je dirais presque peut-être courageux ou consciencieux à un médecin de dire je n'ai pas les moyens de décider. C'est une situation quand même qui est tragique, qui est épouvantable. Et je dois prendre une décision avec toute mon équipe, et mon équipe et moi, nous ne pouvons pas travailler. Il y a quelque chose d'une parole qui n'arrive pas à être écoutée, qui n'arrive pas à cheminer. Donc, elle statue en disant il faut qu'on recommence ça plus tard, mais pour l'instant, arrêtons de... Essayons faire circuler une parole qui n'arrive pas à circuler. Voilà. Non pas pour trouver un consensus, le consensus ça amène la médiocrité, mais pour que les uns et les autres puissent cheminer, non pas que tout le monde soit apaisé, mais que tout le monde ait pu dire au moins son avis, sa diversité, et qu'on chemine. Et là, on voit qu'on ne chemine pas. Et donc elle dit, c'est pas sérieux de prendre une décision sous autant de pression. Voilà, c'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Alors Gilles Morali, docteur Gilles Morali, est-ce que vous êtes d'accord? C'est un problème extrêmement complexe. Si vous voulez, je vais me référer d'abord à ce que dit la tradition juive là-dessus. Donc la tradition juive différencie 2 formes d'euthanasie, ce qu'on appelle l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est prendre une médication et donc tuer le patient qui est en fin de vie. Alors que l'euthanasie passive, c'est tout simplement ne pas faire certains actes médicaux ou chirurgicaux pour ne pas allonger la vie d'un malade qui est en fin de vie. La tradition juive est tout à fait pour l'euthanasie passive, il n'y a pas de problème. L'euthanasie active, par contre, est considérée comme un problème, est considérée comme un meurtre. Alors dans le cas de Vincent Lambert, effectivement, si on arrête son alimentation et son hydratation, c'est considéré comme une forme d'euthanasie active, puisque là, on a une loi en Israël, qui est la loi Steinberg, qui a été votée dans les années 2000, qui dit que donc les patients en fin de vie, c'est-à-dire qui ont moins de 6 mois à vivre ou qui ont une maladie considérée comme incurable, eh bien, il y a un minimum à leur prodiguer comme soin, c'est-à-dire l'alimentation, l'hydratation et certains antibiotiques. Mais si par exemple il était nécessaire de faire une opération chirurgicale, eh bien on peut
peut ne pas la faire et laisser le patient mourir. Donc ici, dans le cas de Vincent Lambert, effectivement, je comprends qu'il y ait une telle problématique et qu'il y ait une telle opposition entre les différents membres de la famille, parce que il y a deux optiques ici totalement différentes, parce que du côté des parents, donc c'est vrai qu'on peut donner des soins qui lui empêchent toute forme de souffrance. Hein. Donc il y a aujourd'hui des soins palliatifs extrêmement efficaces. Donc on peut le laisser vivre, continuer encore à vivre dans cet état végétatif parce qu'il n'y aura pas de souffrance. De l'autre côté, je comprends aussi, je peux comprendre la position de l'épouse de Vincent Lambert qui considère qu'il est dans un état de souffrance extrême et qu'il vaut mieux arrêter cette souffrance. Donc les deux positions sont effectivement compréhensibles. Le problème là, docteur Jousselin, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de recueillir le consentement du patient. Donc on est obligé de s'en remettre aux familles et elles ne sont pas d'accord. D'ailleurs pour des questions religieuses. Hein. Ouais. Oui, mais les familles, elles ne sont pas là pour donner leur avis, ni leur accord. Elles sont là pour redonner la parole à un patient qui ne l'a plus. C'est-à-dire raconter la vie du patient. C'est ça qu'on va rechercher lorsqu'on est médecin en soins palliatifs auprès des familles. Redonner une parole à quelqu'un qui ne l'a plus. Simplement pour connaître un peu quel est ce patient. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. Je ne parle pas de la décision qu'il va prendre ou qu'il n'est pas à prendre. Ce que je constate, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que il y a quelque chose d'une tragédie humaine dans le sens que on voit bien que la parole de l'homme peut être tout à fait incroyable et que c'est pas la loi qui va régler les choses. Hein. Je veux dire que si on lit un peu nos classiques, on voit bien que cette tragédie ici, il y a quelque chose qui est insupportable pour certains membres de la famille et c'est tout à fait respectable. Bon, maintenant, la vraie difficulté, c'est quelle est la parole de cet homme qui n'a plus la parole. Tout est là, en fait. Ouais. Après, on verra ce que l'on peut faire, etc. Mais déjà, cette première chose est tout à fait étonnante et extraordinaire. Hein. On voit bien que parfois, les lois ne règlent pas tous les problèmes des tragédies humaines, évidemment. Mais justement, l'histoire et la tragédie nous le rappellent. Quelle doit être l'attitude des médecins? Et je vous pose la question à tous les deux. Dans ce cas-là, est-ce qu'on doit privilégier l'intérêt du patient et en l'espèce, quel est l'intérêt du patient? Docteur Morali, Très difficile à déterminer quel est l'intérêt du patient. Je veux dire, effectivement. Maintenant, étant donné que le patient ne souffre pas, donc on peut comprendre qu'effectivement, on puisse prolonger sa vie, puisqu'il n'y a pas de souffrance à proprement parler. Il existe des médicaments analgésiques contre la douleur qui sont très efficaces. Donc le patient probablement ne souffre pas. Maintenant, c'est effectivement qu'il n'y a aucun pronostic à ce patient. C'est-à-dire que depuis 2008, il est en état de coma végétatif, donc il n'y a quasiment aucune chance. Il n'y a aucune chance pour que le patient se réveille. Donc pourquoi continuer une vie qui n'est pas une vie? Alors maintenant, quelle est la définition de la vie? Je veux dire, dans le judaïsme, à partir du moment où le patient respire et il a une fonction circulatoire normale, alors il est en vie, il faut tout faire pour maintenir cette vie. D'accord. Maintenant, effectivement, on peut dire que s'il n'y a pas de fonction intellectuelle chez ce patient, alors pourquoi continuer à vivre? C'est-à-dire, il y a ici deux optiques de la vie qui sont opposées, mais tous les deux, toutes ces deux optiques-là sont respectables. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que la famille s'oppose, l'épouse et les parents de Vincent Lambert s'opposent. Docteur Jousselin, est-ce que pour vous, on doit prendre en compte là l'intérêt du patient dans le cas où il y a un désaccord aussi flagrant entre les familles? C'est pour ça qu'il faut rechercher sa parole. Mais je voudrais faire une petite remarque. C'est qu'on voit bien que la médecine moderne, tout à fait triomphante et exceptionnelle, la longévité a augmenté, le nombre de maladies sont guéries. En fait, entre guillemets, cette médecine, de temps en temps, on s'obstine un peu trop et on arrive à des situations telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, la loi, le métier en France, c'est est-ce que nous sommes dans une obstination déraisonnable? Et la question doit être, la réponse doit venir du malade, qui là n'a plus la parole. Donc voilà. Mais je crois qu'il faut quand même toujours privilégier l'intérêt du patient, mais un patient n'est jamais seul, il a les siens. Donc à chaque fois, c'est comme le disait mon confrère, les situations sont extrêmement complexes et la loi parfois ne règle pas tout. Même si la loi est une excellente loi qui a permis de redonner la parole au malade et d'avoir moins cette médecine paternaliste. En revanche, eh bien, on voit bien que tout n'est pas toujours possible, la preuve.
Ouais, mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que c'est ça, finalement. La parole va être redonnée à la justice, qui a déjà décidé qu'il fallait arrêter le traitement. Mais après, ce sont les médecins qui ont le dernier mot. Tout à fait. Le médecin de Vincent Lambert a dit qu'il s'agissait d'une obstination déraisonnable et qu'il fallait donc arrêter les traitements. C'était ça il y a un an. Alors maintenant, ils ont changé d'avis. Bon, je veux dire, peut-être sous l'effet donc de la pression aussi, peut-être, parce qu'il y a une grosse pression qui s'exerce sur eux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Parce que forcément, la décision... Étant donné que le patient, effectivement, comme disait notre ami, n'a plus la parole, et bien effectivement, on est obligé de se remettre donc à la décision de la famille, qui elle-même donc est divisée. Donc la situation effectivement est complexe. Et en tant que médecin, je veux dire, donc à ce moment-là, nous effectivement, on nous a appris à donner la vie et à continuer cette vie. Donc il serait plus logique pour un médecin de continuer le traitement de Vincent Lambert, et je dirais un traitement à minima, c'est-à-dire de continuer son hydratation, son alimentation, et de ne rien faire de plus. Et on sait que ce genre de patient, de toute façon, au bout d'un certain temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 4 ans, je veux dire, développera des complications graves, infectieuses et autres. Donc, son espérance de vie n'est pas très longue. Donc, je pense que, vu la situation qui se dessine ici, donc, les médecins n'auront pas d'autre choix que de continuer ce traitement à minima. C'est ce qui me semble être le plus plausible et le plus logique dans ce cas-là. Docteur Jousselin, vous pensez que c'est l'issue qui sera réservée? Ce qu'il faut noter, qui est intéressant, c'est que en réalité, comment dirais-je, comme on a changé d'équipe, le chef de service a changé, il a fallu qu'il recommence la procédure. C'est pour ça que le docteur Daniela Simon a recommencé la procédure, mais elle n'y parvient pas. Elle n'y parvient pas. Donc, il n'est pas question d'abandonner qui que ce soit, ni la famille, ni le malade, mais il faut faire une pause, il faut que les choses s'apaisent, et on n'est pas dans les bonnes conditions pour décider quoi que ce soit pour l'instant, et réfléchir en fait. Et donc c'est assez courageux de faire ça, mais c'est un peu inhabituel en effet. Ouais, c'est un vrai débat philosophique qui n'est pas tranché, on le voit bien, on n'est pas prêt aujourd'hui, quand on est médecin sans doute, à appliquer ça, docteur Jousselin. Oui, alors n'oublions jamais que, alors si on fait de la philo, l'essentiel de l'homme c'est sa parole, Et donc la parole elle n'a de sens que c'est l'écouter. Donc l'essentiel c'est de nous professionnels, et nous parents, nous avec nos proches, c'est d'offrir une disponibilité d'écoute à ceux qui nous entourent. Mais on voit que cette disponibilité d'écoute, elle ne parvient pas à ce que la parole vienne à elle. C'est pour ça que ça ne circule pas. Là. On est là-dedans. On est vraiment au centre de l'essentiel, au sens de l'essence de l'homme. Cette parole qui n'arrive pas à se partager. Parce que la violence, elle débute souvent par la parole, mais la violence, elle commence aussi, elle s'apaise grâce à la parole. Et donc, on voit bien que le centre de tout ça, c'est une parole qui, là, n'arrive pas à cheminer parmi les professionnels de la famille. Merci, docteur Charles Jousselin. Je rappelle que vous présidez la SFAP, Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Merci pour ce témoignage. 10 secondes, vous voulez rajouter un mot? Oui, j'espère que, effectivement, peut-être pas la justice, mais en tout cas, l'éthique pourra trancher ce genre de problème par la suite, parce que c'est effectivement d'abord un problème éthique et moral plutôt qu'un problème juridique. Merci docteur Gilles Morali, merci d'être venu dans ce studio. Affaire qui est loin, vous le voyez, d'être terminée. Nouveau journal dans un instant, on parlera de cette affaire Lambert justement avec Elsa Mimoun. Bonne soirée.